I got my life back now. Now I can enjoy every day that I live. I can really enjoy myself. And before, even a good day was hell. I mean, I couldn't enjoy nothing. But now I can enjoy myself. That's when I say it's wonderful. I look at the future the same way a young guy, 25, 30-year-old would. He took the medicine and hopes that was going to change things, you know, but he had no idea. I knew he would have never stayed on it. He would have never got on it if he knew how he would have ended up, you know, years later. Since I've been on this new pain medication, I have not missed one day of work, and my boss really appreciates that. Lauren is there every day. I lost my job and I lost my insurance. So it got to the point where I couldn't afford it. Vous nous avez demandé en masse un autre sujet sur la crise des opioïdes qui déchire actuellement les États-Unis. Le voici. Aujourd'hui, nous allons revenir aux prémices de cette crise et ainsi parler de l'incontournable Purdue Pharma. C'est ce laboratoire pharmaceutique qui est accusé d'être l'un des responsables de la crise des opioïdes qui a provoqué la mort de plus d'1 demi-million d'Américains. Et en résumé, ce qu'il s'est passé, c'est que l'année 96, un nouvel antidouleur vient d'envahir le marché, l'Oxycontin, lancé en grande pompe par le laboratoire Purdue Pharma. À la suite d'un marketing aussi agressif que trompeur, cet antidouleur sera distribué comme des Smarties, délivrés sous des posologies absurdes qui ne pouvaient qu'entraîner une dépendance chez les utilisateurs, à qui, bien évidemment, on s'est bien gardé de dire toute la vérité. On ne tirera la sonnette d'alarme que 9 ans plus tard et voyez aujourd'hui le résultat de ce qui a commencé dans les années 90. Et donc, en 1998, soit 2 ans après le lancement de leur redoutable Oxycontin, Purdue Pharma a sélectionné un panel de 7 clients, alors venus raconter leur histoire face caméra, dire à quel point l'Oxycontin avait changé leur vie, le tout pour les besoins d'une vidéo publicitaire à destination de 15 000 médecins. Le but de cette vidéo, les convaincre de prescrire en masse cet analgésique qui cartonne alors depuis près de 2 ans. Que sont devenus ces 7 ambassadeurs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous propose de revenir précisément au commencement de la crise. Aujourd'hui, la triste histoire de Purdue Pharma. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très précieux pour le référencement et bien évidemment à la commenter. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler d'opioïdes. Ils sont utilisés dans la gestion de la douleur, ils peuvent être de synthèse à l'exemple du célèbre fentanyl, ou naturel, on parle alors d'opiacés, je pense par exemple à la morphine. Ce sont des produits très forts, et je parle notamment pour ceux de synthèse, pour la plupart peu coûteux. Mais voilà, ils peuvent avoir bien plus d'effets secondaires qu'ils n'ont d'avantages. Leur usage répété peut provoquer une tolérance aux produits et une dépendance. C'est pour ça que généralement on déconseille l'usage d'opioïdes sur le long terme. Mais ça, on y reviendra. Ceci étant dit, il faut savoir qu'on estime que l'épidémie d'opioïdes est arrivée en 4 vagues. La première, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Elle commence dans les années 90, avec la prescription/commercialisation en masse d'opioïdes sur ordonnance. La deuxième vague, elle, a commencé vers 2010 et se caractérise par une augmentation de la consommation d'héroïne et des décès par overdose, puisqu'il y a un lien entre ces opiacés et l'usage d'héroïne. Il faut savoir que les 4/5 des consommateurs d'héroïne aux États-Unis ont commencé par des opioïdes. On parlera d'ailleurs de génération de la dépendance. Mais ça, ce sera pour un prochain sujet si vous le souhaitez. La troisième vague, elle, a commencé en 2013, s'est terminée en 2016 et elle a coïncidé avec une augmentation significative des décès par surdose impliquant des opioïdes synthétiques, en particulier le redoutable et bon marché fentanyl. La quatrième vague, elle, commence à partir de 2016, on parle de polytoxicomanie et d'une consommation accrue de stimulants comme par exemple les méthamphétamines et la cocaïne. L'utilisation de fentanyl illicite continue d'être la principale cause de décès. Et d'ailleurs, c'est de cette vague que nous parlions au travers de l'histoire d'Ortega et je vous mets la vidéo dans le petit i. Et on pourrait rajouter une sorte de ground zero et ce serait les opioïdes dans l'histoire. Bien évidemment, ils n'ont pas été créés dans les années 90. Beaucoup de psychotropes ont notamment été testés en temps de guerre. Bref, on va revenir à la première vague, celle qui nous intéresse aujourd'hui et on va se remettre dans le contexte.
Nous sommes alors dans les années 90. C'est l'époque du Minitel, le hip-hop se démocratise en France, les téléphones portables pointent le bout de leur nez, en matière d'alimentation, c'est l'apparition des codes barres, c'est la révolution dans les supermarchés, et en matière de santé, un tournant se prépare. C'est au cours de cette décennie que se développera en masse le marketing pharmaceutique. Débarqueront en masse des campagnes promotionnelles d'un nouveau genre, les publicités pour des antidouleurs puissants sous ordonnance. La plupart à destination des médecins, puisque convaincre un médecin, c'est avoir la main basse sur sa patientèle. Et au début, personne ne s'en inquiète. Once you've found the right doctor and have told him or her about your pain, don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Étonnant puisque jusqu'ici, les opioïdes comme le Vicodin ou encore l'oxycodone, sortis dans les années 70, étaient destinés aux patients souffrant de douleurs post-opératoires ou de douleurs liées à un cancer. Ils n'étaient prescrits qu'en seconde intention, c'est-à-dire en dernier recours, lorsque les antalgiques classiques ne font plus d'effet auprès du patient. Les médecins évitaient au maximum de les prescrire parce que beaucoup jugeaient les études insuffisantes et en réalité, on connaissait déjà leur redoutable pouvoir addictif. Et donc, les médecins ne voulaient pas faire prendre de risques inutiles aux patients. Appelons un chat. Début 90, les opioïdes sont perçus comme de la drogue et qui plus est, addictive, par les médecins comme par les consommateurs. Mais précisons aussi qu'à cette époque, les médecins généralistes étaient peu formés sur la dépendance ou la douleur. Et dès 1990, un laboratoire en particulier va flairer le bon filon, Purdue Pharma. Auparavant, Purdue Pharma avait commercialisé avec succès le MS-Contin, c'est un médicament à base de morphine. Il était prescrit en cas de maladie grave, de cancer. Mais comme ses ventes étaient en perte de vitesse, les dirigeants se sont dit qu'il est désormais temps de lui trouver un successeur. Comme le MS-Contin et les autres opiacés de l'époque avaient mauvaise presse, décision est prise d'en commercialiser un autre. Tout nouveau, tout beau, et aussi et surtout capable d'endormir la vigilance du public. Il est impératif de dédiaboliser les opioïdes. Et c'est à partir de l'oxycodone, un opiacé semi-synthétique créé en 1916 en Allemagne et dont les effets étaient d'ailleurs comparables au MS-Contin, que sera créé l'oxycontin. Et ce nom n'est pas le fruit du hasard. Le public connaît déjà l'oxycodone, il connaît déjà le MS-Contin, mais l'oxycontin, non. Et l'oxycontin n'est autre qu'un redoutable analgésique aux effets similaires à la morphine et capable effectivement de soulager les douleurs les plus intenses en agissant directement sur le cerveau. On est loin du Doliprane. Sauf que Purdue veut le faire passer comme une sorte de médicament hybride. En somme, un opiacé est moins addictif que les autres, mais le problème, comme je vous le disais, c'est que les professionnels de santé et aussi et surtout le grand public, au début des années 90, se méfient de l'utilisation de ce genre d'opioïdes. Or, Purdue Pharma doit obtenir une autorisation de commercialisation délivrée par la FDA, qui n'est autre que la Food and Drug Administration, pour pouvoir proposer son produit à la vente. En effet, c'est la FDA qui a le pouvoir de rendre un médicament ou un aliment commercialisable aux États-Unis. Le but de Purdue Pharma est simple, vendre un maximum de ces pilules au grand public. Et pour ce faire, ils ont besoin de convaincre tout le monde qu'il n'y a pas de risque d'addiction afin d'élargir leur zone d'action, non plus qu'aux douleurs de patients en stade terminal, mais à tout type de douleur. Money is money, et rendre tout un pays mortellement dépendant ne dérange pas une seconde les pontes de Purdue. Et donc, comme il y a une certaine méfiance liée au caractère addictif de ce type de médicament, il faut des preuves scientifiques du contraire. Mais le problème, c'est que ce sont effectivement des médicaments très addictifs, donc il n'existe pas vraiment de preuves du contraire. Mais en cherchant bien, et croyez-moi, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, l'équipe de Purdue va trouver dans la revue scientifique de référence, le New England Journal of Medicine, une lettre. Et cette lettre, c'est le début de la fin. Elle ne date pourtant pas d'hier,
elle n'a pas été publiée dans les années 90, non, mais 10 ans plus tôt, le 10 janvier 1980, par deux chercheurs médicaux, Jane Porter et Herschel Dick. Selon ce document, sur 11 882 patients qui ont reçu des opioïdes, seuls 4 d'entre eux avaient développé une dépendance. Et les médicaments mis en cause étaient le mépéridine, le percodane et l'hydromorphone. La conclusion était donc la suivante, je cite, « Malgré l'utilisation généralisée d'opioïdes dans les hôpitaux, la dépendance est rare chez les patients sans antécédents de dépendance. » Bingo pour Purdue. Et pourtant, cette lettre à sa sortie, en 1980, n'avait fait aucun bruit. C'était une documentation comme une autre, finalement. Mais vous l'aurez compris, elle sera sortie de sous les fagots 10 ans plus tard par, entre autres, Purdue Pharma, qui l'utilisera comme argument de vente dans la formation de ses commerciaux. L'argument était infaillible. Le risque de dépendance chez les patients utilisant des opioïdes est inférieur à 1%. Or, on sait que c'est faux. Et ça, Purdue Pharma le sait, le risque est bien plus élevé que ça. J'ai vu des chiffres allant jusqu'à 40%. On est loin, très loin des 1%. Et voici un exemple de publicité. Some patients may be afraid of taking opioids because they're perceived as too strong or addictive. But that is far from actual fact. Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. And any drowsiness that might occur when you start to take the medication will soon wear off in most patients. Et voici la réalité du pouvoir redoutablement addictif de l'Oxycontin avec, justement, l'un des ambassadeurs dont je vous parlais en introduction. Et voici ce qu'il est devenu. Physical therapy hopefully will get me strong enough where eventually I won't need to use the drug therapy, but the drug therapy allowed me to do the physical therapy, which in turn lowered my blood pressure and lowered the blood levels. Periodically, he and I would go have lunch together. In the conversation was always the fact that he was taking lots of meds, he had just seen the doctor, or he was just going to see the doctor, or he was about to meet a new doctor. So the word doctor and meds and pain, those words came up over and over and over again. And I would say, where's the pain? I did ask him that. And he'd say, all over it. Especially my back and my arms and my shoulders, all over. Herschel Dick, l'un des auteurs de cette lettre, déclara bien des années plus tard, je cite, « La lettre n'avait aucune valeur pour la santé et la médecine en soi. Donc, si j'avais pu la reprendre, si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, je ne l'aurais jamais publiée, ça n'en valait pas la peine. » Et un autre facteur va jouer un rôle prépondérant dans la commercialisation à outrance de l'Oxycontin. Aujourd'hui, on estime qu'on prescrit 40 fois plus d'opioïdes aux États-Unis que dans les autres pays développés du monde. Pourquoi? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, en partie à cause du système de santé américain. Les personnes non admissibles aux programmes gouvernementaux sont tenues de souscrire des assurances privées. Et beaucoup, par manque de moyens, vont vers des assurances moins chères. Or, elles ne remboursent pas les prises en charge médicales longues et coûteuses. Le professeur Judith Feinberg a tout résumé en disant, je cite, « La plupart des assurances, en particulier celles des pauvres, ne paieront rien d'autre qu'une pilule. » Donc, Purdue commence à placer petit à petit ses pions. Il crée l'Oxycontin, qu'il légitime par cette lettre de 1980, qui sera propulsée par un système de santé défectueux. À tout ça, il faut ajouter le marketing médical d'un nouveau genre de Purdue Pharma. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Purdue Pharma s'y connaît mieux que personne en matière de marketing médical. Ils en sont même les précurseurs et pour mieux comprendre, il faut faire un petit saut dans l'histoire. Au début du siècle dernier, 3 frères sont à l'origine de l'ancêtre de Purdue Pharma, Arthur, Mortimer et Raymond Sackler. Leurs parents originaires de Galice en Autriche, Yitzhak et Sophie Marie Sackler, ont immigré à New York avant la Première Guerre mondiale.
et les 3 frères, nés chacun à 3-4 ans d'intervalle, feront le choix de faire des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie. Ils travailleront tous les 3 un temps dans le même hôpital. Ils sont souvent d'ailleurs cités comme étant les pionniers des techniques de médication ayant mis fin à la lobotomie. À l'image de la fille Kennedy, qu'on avait lobotomisée parce que pas assez parfaite, je vous mets le sujet dans le petit i en haut à droite. Les lobotomies, surtout pendant la période d'après-guerre, étaient légion. Vous pouviez être lobotomisé pour un oui ou pour un non si vous présentiez des signes de schizophrénie, d'épilepsie, de dépression ou encore des troubles obsessionnels compulsifs sévères. Bref, et ça, l'arrêt de la lobotomie au profit de la médication, il faut avouer que c'est quand même un bon point. Ça a permis d'arrêter cette pratique aussi barbare qu'inefficace. Et c'est en 1952 que les frères décident de racheter une petite société pharmaceutique située à Greenwich Village, alors appelée Purdue Frederick. Raymond et Mortimer dirigent Purdue, tandis qu'Arthur, considéré comme le patriarche de la famille, se spécialisera dans la pub médicale. Il est l'un des premiers à comprendre toute l'importance de la communication dans le domaine médical. Arthur va donc concevoir des campagnes publicitaires s'adressant directement aux médecins. Et il n'hésitera pas non plus à enrôler d'éminents médecins pour approuver les produits de Purdue Frederick. On n'hésite plus à vendre un médicament auprès des médecins, comme on vendrait finalement les avantages d'une voiture ou d'une crème hydratante. On parle alors de l'essor du marketing pharmaceutique. Et c'est à la mort d'Arthur, en 1987, que Purdue Frederick deviendra Purdue Pharma. Ce sont les descendants des frères Sackler qui prendront la relève. Donc chez Purdue, on sait y faire en matière de com et depuis longtemps. Et c'est en 1991 que l'activité de la société se concentrera sur la gestion de la douleur. Elle se veut, je cite, pionnière dans le développement de médicaments pour réduire la douleur, l'une des principales causes de la souffrance humaine. Que c'est beau! Et comme jusque dans les années 90, on avait appris aux médecins à éviter de prescrire des opioïdes en raison de leur nature addictive, les dirigeants de Purdue savent qu'ils vont devoir faire preuve de malice pour arriver à faire gober au tout venant leurs précieuses petites pilules. Et pour dédiaboliser les opioïdes, outre cette lettre de 1980, ils n'ont pas d'autre choix que de mentir et de graisser les bonnes pattes. Ils ne vont donc pas hésiter à payer d'éminents médecins pour aller dans leur sens. Ce médicament, uniquement disponible sur ordonnance, va alors bénéficier d'une promotion encore jamais vue auparavant, balayant ainsi des décennies de prudence à l'égard des opiacés. Et voici le principal argument de Purdue Pharma face au risque d'addiction. Ils expliquent que les effets du tout nouvel Oxycontin durent 12 heures, et non moitié moins comme les autres médicaments du même type, ce qui, d'après Purdue, limiterait les risques de dépendance. Sauf que c'est faux, tout comme les 1% d'addiction de la lettre. Il faut savoir qu'avant même la commercialisation de n'importe quel médicament, il y a toujours de longues phases de tests, des études, des contre-études, bref. Un médicament n'apparaît pas comme ça sur le marché aux États-Unis. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi comme argument de vente non plus, et aussi et surtout pour le commercialiser, il doit être certifié par la FDA, la Food and Drug Administration. Et cette histoire de 12 heures d'effet de l'Oxycontin, c'est totalement faux. Des tests effectués en amont ont prouvé que non, l'Oxycontin ne se diffuse pas lentement et progressivement sur 12 heures. Il se diffuse plus rapidement que ça, et ses effets disparaissent bien avant, au bout de 6 ou 7 heures. C'est pour ça que pendant quelques années, la FDA n'aura de cesse de refuser la certification de l'Oxycontin. Et oui, puisque la posologie d'un comprimé, ou de plusieurs, tout dépend de votre prise, la posologie d'un comprimé toutes les 12 heures est aberrante. Les patients seront forcément en manque entre 2 prises de comprimés. Exemple, on vous prescrit une ou plusieurs pilules à 8 heures du matin, la prochaine sera 12 heures après à 20 heures, mais vous allez forcément être en manque avant les 20 heures au soir. Donc, le risque, c'est que les patients n'attendent pas les 12 heures à cause de la douleur. Et ça, c'est le premier pas vers l'automédication et la dépendance. Mais ce que Purdue a bien compris, c'est qu'un nouveau patient égale un nouveau toxicomane en manque égale un client fidèle. Et ils réussiront à décrocher cette sacro-sainte certification. Nous sommes alors en décembre 1995.
l'un des agents de la FDA sera tout simplement corrompu. C'est le docteur Curtis Wright. Il a énormément de sang sur les mains, ce docteur. C'est lui qui supervisait le comité ayant autorisé l'Oxycontin. On va lui graisser la patte des années durant jusqu'à ce qu'enfin la certification soit obtenue. Et d'ailleurs, sachez que cet agent de la FDA ira travailler chez Purdue Pharma seulement 3 ans plus tard. Après tout, pourquoi se cacher? Donc on demandera des comptes plus tard à la FDA. Pourquoi la FDA a autorisé la commercialisation de l'Oxycontin dans de telles posologies trompeuses et même au-delà des cas de cancer et autres opérations lourdes? Eh bien, un porte-parole dira, je cite, « Au moment de l'approbation, la FDA estimait que la formulation contrôlée de l'Oxycontin allait déboucher sur moins d'abus potentiels parce que le médicament devait s'absorber lentement et qu'il n'y aurait pas d'euphorie immédiate. » C'est une catastrophe annoncée, mais quelle aubaine financière pour Purdue Pharma. Imaginez, vous créez une armée de toxicomanes en permanence à la recherche de leur cam que vous leur vendez légalement. Imaginez les sommes qui sont en jeu. Et voici un exemple parfait avec l'un des ambassadeurs de la marque, Johnny Sullivan, et voici ce qu'il est devenu. I got my life back now. Now I can enjoy every day that I live. I can really enjoy myself. And before, even a good day was hell. I mean, I couldn't enjoy nothing. But now I can enjoy myself. That's when I say it's wonderful. I look at the future the same way a young guy, 25, 30-year-old would. His biggest problem was he would sleep a lot. And I mean, he was at the point where could be sitting in here talking like I'm talking and fall right off to sleep while he was talking. I went to the point where I had to put his socks and shoes on, his clothes on, his shaving, wash his hair, look out at him just like you would look out at a 2 or 3-year-old. He said, I'm in so much pain, I've got to have that pain medicine. He said, I just cannot live without that pain medicine. People would look at him and literally think, well, he's got to be drunk or he's got to be high on something. They didn't know, you know, he was just on a lot of medicine. And my phone rang and it was him, and he said, I can't go no farther. And the highway patrolman told me within 5 minutes after I got off the phone with him, he ran off the road. That's when he ran off the road. And they said what happened, eyewitness behind him said that they thought maybe he'd got distracted, which I knew what was wrong with him. He fell asleep from that medicine. I knew what it was. He took the medicine and hopes that was going to change things, you know, but he had no idea. I knew he would have never stayed on it. He would have never got on it if he knew how he would have ended up, you know, years later. En résumé, après plusieurs années et à force de pots de vin, Purdue a donc enfin réussi à convaincre la FDA. Mais Purdue, avant même toute commercialisation, avait conscience d'une chose. Avant même de vouloir convaincre d'éventuels nouveaux patients, il va falloir convaincre les médecins. Et comme je vous le disais, Purdue Pharma, c'est une chose à cette époque. Les médecins généralistes sont peu formés sur la dépendance ou la douleur. Alors avec un peu d'habileté, Purdue se doute qu'il sera tout à fait possible d'endormir la vigilance de ces médecins. Alors la société va former une redoutable équipe de commerciaux chargés de sillonner les 4 coins du pays pour aller à la rencontre des médecins traitants. On les appelle les visiteurs médicaux. On va offrir aux médecins tout un tas de bonus en cas de prescription. Égard à ceux qui ne prescrivent pas assez d'Oxycontin, Purdue n'hésitait pas à renvoyer un commercial pour aller voir le médecin récalcitrant. On parle alors de marketing agressif. The 90s were the decade when we saw an enormous expansion in pharmaceutical sales reps. The nature of pharmaceutical marketing changed. Before, it had been older guys, almost all of them guys in gray suits, who really studied the stuff and really knew the pills. Those older sales reps kind of faded away as the 90s went on, and they began to hire more and more and more. And the idea was you develop a blockbuster drug, then you hire scads of new sales reps to go hawk them to doctors. We doctors were wrong in thinking that opioids can't be used long term. They can be and they should be. Et ce clip
en particulier, fait partie de la promotion et elle était à destination non pas du public, mais des médecins. Je vais vous donner un autre exemple de ce marketing agressif et trompeur. En 2002, par exemple, un médecin, Andrew Kolodny, alors interne en psychiatrie, s'est souvenu d'un de ses commerciaux. Pour vous la faire simple, ce commercial, qui n'était autre qu'une ponte en matière d'analgésique, donc un médecin reconnu en la matière, mais un médecin corrompu, avait, dans le cadre d'une pseudo-formation sur le traitement de la douleur, diffusé des images d'un patient qui hurlait de douleur et qui demandait une autre dose d'opioïdes. Pour Andrew, et d'autres d'ailleurs, il était clair que le patient était en pleine crise de manque. Mais la conclusion a été tout autre. Non, il faut donner plus d'Oxycontin, puisque oui, grâce au mode de diffusion lent dans l'organisme de l'Oxycontin, soit 12 heures, les risques d'addiction deviennent quasi nuls et blablabla. À la fin, tout le monde était convaincu et Andrew était choqué. Pour lui, c'était évident, c'est une crise de manque. Point. Mais que vaut la parole d'un interne face à une sommité? Et soit dit en passant, sachez que nombre de médecins ont absolument toujours refusé de prescrire n'importe comment ces opioïdes. Même quand les commerciaux de Purdue Pharma faisaient la tournée de leur officine, c'était non. Donc c'est pour ça que beaucoup parlent rétrospectivement d'un crime sanitaire. Un crime qui a été minutieusement préparé et exécuté. Et là, je vous parle de Purdue, mais j'aurais pu très bien vous parler d'autres laboratoires pharmaceutiques qui se sont engouffrés dans la brèche. Bref, après moult manipulations, l'Oxycontin est enfin lancé sur le marché. En grande pompe, nous sommes alors en 1996. Et les premiers praticiens commencent alors à le prescrire. Vous l'aurez compris, en élargissant sa zone d'action, excite les cancers et autres maladies graves, on prescrit désormais l'Oxycontin pour des douleurs moindres et des douleurs chroniques de type mal de dos, bref, peu importe les douleurs en réalité. Regardez par exemple ce témoignage qui a été posté sous cette vidéo des 7 ambassadeurs. Une personne témoigne et dit « Mon père s'est vu prescrire de l'Oxycontin après une simple intervention dentaire en 1999. Et en 2 ans, il avait perdu son emploi à 6 chiffres, avait détruit sa voiture ainsi que celle de mon frère, avait fait saisir notre maison, ce qui nous avait conduit, ma mère, moi et mes 2 frères, à faire nos valises et à partir. Il est mort en 2008 et j'ai passé mon 13e anniversaire à ses funérailles à cause des méchants salauds de Purdue. » Et vous verrez que sous cette vidéo, il y a un nombre incroyable de témoignages, tous aussi affligeants et différents les uns des autres. Mais on n'arrête pas le progrès. Alors dès sa sortie, c'est un carton plein pour Purdue Pharma. Pour la seule année 1997, ils vont gagner 80 millions de dollars. Mais l'argent appelle l'argent, alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Les pontes de Purdue vont continuer à répandre leurs produits au-delà même des frontières américaines grâce à leur filiale Mundi Pharma, tout en continuant bien évidemment à tricher et hontément. Sachez par exemple qu'il y a eu un accord secret entre Purdue Pharma et Practice Fusion. Et Practice Fusion, c'est une société de logiciels de gestion de dossiers médicaux à destination des médecins. Ce qui veut dire que nombre de médecins utilisent le logiciel Practice Fusion dans le cadre de leur travail. Et Purdue a versé en secret un pot de vin d'1 million de dollars à Practice Fusion afin qu'ils reprogramment en cachette leur logiciel. Désormais, un nouvel onglet Alerte est apparu demandant le niveau de douleur du patient. Un menu déroulant répertoriait ensuite les traitements qui allaient du renvoi à un spécialiste à une prescription pour des antidouleurs sous forme d'opioïdes. Le médecin n'avait plus qu'à cliquer pour que le programme crée un plan de traitement, ce pourquoi le programme était prévu pour aider les médecins. Voilà donc comment Purdue Pharma s'est incrusté parfois même à l'insu des médecins dans la relation sacrée entre le patient et son médecin. Et c'est l'année suivante, pour pouvoir encore plus convaincre les praticiens, que Purdue va faire ce spot publicitaire à destination de 15 000 praticiens. Et le film vante les mérites de l'Oxycontin et à quel point il a amélioré la vie de 7 patients. Et 14 ans plus tard, voici ce qu'une des ambassadrices est devenue. Elle s'estime être une miraculée. I think when I first started, I was on 20 milligrams in the morning and 20 in the evening. And it worked. It worked.
Since I've been on this new pain medication, I have not missed one day of work, and my boss really appreciates that. Lauren is there every day, so I'm able to be very productive, person again, which is really great. Eventually, it stopped working, and it got increased. I think it was 40 in the morning and 40 in the evening. And then eventually that got increased. This went on for years. I lost my job and I lost my insurance. So it got to the point where I couldn't afford it, and I didn't buy it one time, and that was the beginning of the end for me, because I could no longer afford it. But the time that I went without it was probably the most unbelievable, excruciating, horrible time of my life. The withdrawals were just unbelievable. I would never take another OxyContin. You couldn't get me to take another OxyContin. Never again. Et puis c'est allé encore plus loin. Des médecins, les pubs sont passées directement à destination du grand public. Vous allumiez la télé, vous aviez ce genre de pub. Vous ouvriez votre journal, une pub aussi. Bref, l'Oxycontin et d'autres encore vont rendre accro un nombre hallucinant de consommateurs, ouvrant la voie à la polyaddiction. L'Oxycontin générera au total plus de 35 milliards de recettes. C'est le jackpot pour Purdue. On estime que ce n'est qu'en 2006 qu'une forte augmentation du nombre d'overdoses alarmera le corps médical. À force de voir les consommateurs tomber comme des mouches, le corps médical va faire machine arrière. D'où le nom de génération de la dépendance, puisque 10 ans durant, les consommateurs ont été floués sur les risques et bénéfices de ce type de médicaments hyper puissants. Et donc, beaucoup sont tombés dans la came sans le savoir. Mais peut-être que les choses sont plus subtiles que ça, puisque le gouvernement s'est rendu compte que quelque chose clochait bien avant cette année 2006. Sinon, pourquoi avoir régulé le marketing pharmaceutique dès 1997, soit l'année suivant le lancement de l'Oxycontin? Avant ça, comme je vous le disais, les laboratoires pharmaceutiques faisaient leur pub auprès des médecins ou des pharmaciens, et les publicités dites direct to consumer, diffusées au grand public au lieu de s'adresser aux professionnels de santé, existaient déjà, certes, avant l'Oxycontin, mais elle n'était pas courante. Ce qui explique pourquoi la FDA n'avait jamais formulé de règles claires concernant ces publicités. Et les spots publicitaires à destination du grand public ne sont arrivés que progressivement. La FDA a exigé, dans un premier temps, que tous les effets indésirables soient affichés. C'est possible dans un magazine, mais c'est plus difficile à la télévision ou à la radio. Cependant, à ce moment, les entreprises pharmaceutiques avaient le droit de ne pas mentionner les risques du médicament si elles ne disaient pas pour quelle maladie il devait être utilisé. Alors, les premières publicités télévisées étaient plutôt étranges. Hasard ou coïncidence, 1 an après le déferlement de l'Oxycontin sur le marché américain, que la US Food and Drug Administration, la FDA, a enfin clarifié ses instructions. Les publicités télévisées à partir de 1997 devaient désormais contenir les effets secondaires les plus graves et faire référence à une autre publicité dans laquelle tous les risques étaient mentionnés ou bien un numéro de téléphone d'aide aux victimes ou d'aide. Ce qui veut dire que le gouvernement américain a vu dès 1997 l'urgence de contrôler ces publicités, au moins celles diffusées au grand public, qui alors ont commencé à apparaître en nombre. Mais les médecins étaient toujours en roue libre dans leurs prescriptions. Résultat, ce n'est qu'à partir de 2006, après une vague d'overdoses que les médecins vont progressivement faire machine arrière, ils ne délivreront désormais plus d'opioïdes aussi facilement. Ils ont fait une erreur, ils en ont pris conscience. Mais c'est trop tard. Le résultat est terrible. Encore une fois, imaginez une armée de consommateurs que vous avez rendus accros aux opioïdes 10 ans durant pour certains, et qui progressivement n'arrivent plus à se fournir aussi facilement qu'avant. Beaucoup vont faire alors ce que l'on appelle du magasinage. Ils vont enchaîner médecin sur médecin pour avoir leur dose. Et les pharmacies sont parfois pillées. Et un solide marché noir va apparaître avec le temps. On estime aujourd'hui que certains comprimés se négocient entre 65 et 80 $ au marché noir contre 6 $ en pharmacie. Angus Deaton, prix Nobel d'économie, estime que les États-Unis consomment 80% des opioïdes produits dans le monde, alors même qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale.
Et le résultat, le vrai, c'est celui-là. Une à une, à travers le temps, de grandes villes vont connaître ce qu'on appelle le phénomène Kensington Street. Et face aux critiques, forcément, les prescriptions d'Oxycontin ne vont avoir de cesse de baisser. Les prescriptions chutent de 40% dès l'année 2010. Mais comme on dit, on n'arrête pas la science. Même si aujourd'hui les médecins américains y vont mollo-mollo dans la prescription des opioïdes, je suis tombée sur cette petite pépite qui date de 2015. FDA officials say there will be strict limits on the use of the drug because it's highly addictive. It will only be prescribed for children 11 and older. En 2015, l'Oxycontin sera donc autorisé par la FDA à être administré à des mineurs dès l'âge de 11 ans. Et on est juste avant la 4e vague de l'épidémie à ce moment-là. Donc les risques, on les connaît déjà bien. Or, on sait que les effets de dépendance des opioïdes sont très élevés et même prescrits à faible dose. Il n'est donc pas rare de tomber sur une mère qui pleure la perte de son enfant, à qui on a prescrit des opioïdes dès l'adolescence et qui est arrivée à l'adolescence complètement polyaddicte avant de mourir par overdose. Le résultat, c'est que la crise des opioïdes, c'est plus de 600 000 morts à ce jour. Et encore, je pense que c'est beaucoup plus. C'est un chiffre qui a été arrêté il y a quelques années déjà. Et au fil des ans, des milliers de plaintes de victimes et de familles de victimes vont se multiplier à l'encontre de Purdue. On y revient là tout de suite. Mais le mal est déjà fait. En 2017, alors que près de 65 000 personnes sont mortes l'année précédente, le président Trump va déclarer l'état d'urgence sanitaire. Et la pandémie de Covid-19 va malheureusement renforcer la crise des opioïdes. En raison du confinement, les victimes restent chez elles, ce qui diminue d'une part les chances pour elles d'être secourues en cas d'overdose, et ce qui leur freine d'autre part l'accès à des dispositifs de désintoxication et aux groupes de parole. Et les deux familles à la tête de Purdue seront forcément vivement critiquées. Vous avez vendu la mort pendant des années. En 2007, Purdue Frederick Company, la société mère de Purdue Pharma, va plaider coupable devant un tribunal fédéral au chef d'accusation criminelle de marketing trompeur de l'Oxycontin. Et 3 des plus hauts dirigeants de Purdue, le PDG, l'avocat général ainsi que l'ancien médecin-chef, ont tous les 3 plaidé coupables à des accusations de marketing trompeur de l'Oxycontin. Et je précise qu'aucun de ces 3 dirigeants ne fait partie de la famille Saukler. Les membres de la famille Saukler ont affirmé qu'ils n'étaient pas du tout au courant des actes répréhensibles commis par les dirigeants de leur entreprise. Purdue, qui faisait alors face à des milliers de poursuites judiciaires, a dû déposer le bilan en 2019. Et en 2021, Purdue a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation criminelle fédérale pour son rôle dans la création de la crise nationale des opioïdes sur le marketing trompeur de l'Oxycontin. Et en 2022, la famille Saukler a conclu un accord de 6 milliards de dollars qui garantissait l'immunité des membres de la famille Saukler contre tout futur litige lié aux opioïdes. Mais l'accord ne protège pas les membres de la famille contre des accusations criminelles. Mais devinez quoi? Actuellement, il n'y en a pas. Alors imaginez, ils ont tué plus de 600 000 personnes et ils sont à 2 doigts de s'en sortir. Ces gens devraient déjà être en prison et depuis longtemps. Parce que les Américains disent que c'est bien d'arrêter le petit dealer là-bas au coin de la rue, mais qu'en est-il du grand dealer tout en haut en col blanc? Celui qui a vendu bien plus de cachetons que le petit trafiquant en bas de la rue. Et c'est là que le ministère de la Justice de New York est intervenu. Elle a fait entendre sa voix affirmant que le code des faillites qui régissait l'accord conclu par la famille Saukler ne prévoyait pas une telle immunité et que si Purdue et d'autres entreprises commençaient à utiliser les lois en matière de faillite pour se protéger des poursuites judiciaires, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Elle a aussi estimé que le tribunal des faillites n'avait, je cite, pas le droit de priver les victimes de la crise des opioïdes du droit de poursuivre la famille Saukler. Un bureau de surveillance au sein du ministère de la Justice a alors demandé à la Cour suprême de réexaminer cet accord, cette immunité foireuse. Et en août 2023, c'était très récemment, la Cour suprême des États-Unis a remis en question cet accord
visant à immuniser la famille Saukler et à accepter la contestation de cet accord. Et ça redistribue complètement les cartes. Les membres de la famille Perdue ont déclaré dans un communiqué qu'ils étaient confiants dans la légalité de l'accord et ils ont critiqué le ministère de la Justice pour avoir retardé l'utilisation de milliards de dollars qui auraient pu servir à sauver des victimes. Donc à ce jour, aucun n'est en prison, vous l'aurez compris, l'affaire est toujours en cours. Et en plus, l'une des descendantes Saukler est morte à un âge tout à fait honorable de 95 ans en 2019. La question, c'est est-ce qu'ils iront en prison? Et l'autre question la plus importante, c'est est-ce que cette crise s'arrêtera un jour? Sachez qu'en moyenne, à ce jour, 80 publicités pour des médicaments sous ordonnance sont diffusées chaque heure à la télévision américaine. Le chiffre est impressionnant en sachant que c'est le seul pays avec la Nouvelle-Zélande à autoriser ce type de publicité. Alors place à la conclusion. J'ai omis exprès de vous parler de 2 témoignages sur les 7 ambassadeurs de la marque. 2 ambassadrices pour qui ce médicament a eu un réel usage. Les 2 ne sont tombées dans aucune dépendance. Ces médicaments, ces opioïdes, les aident, l'une comme l'autre, au quotidien depuis une dizaine d'années. Elles regrettent que d'autres en fassent un mauvais usage qui, à terme, pourrait mettre en péril leur traitement à elles. Et il est vrai que ces opioïdes ont été détournés de leur fonction. Ils ont touché toutes les couches de la société. C'est pour ça qu'on les appelle aux États-Unis l'héroïne de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce sujet m'a pris, je crois, le temps de 4 sujets. C'est interminablement long, alors que je pensais que ça allait être plus court parce que c'est un sujet qui me passionne. Néanmoins, réunir toute la documentation et les sous-titres, ça a été très long. Donc je compte sur vous vraiment pour nous laisser un petit like et surtout pour vos témoignages. D'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que j'ai lu les témoignages sous la vidéo précédente. Je vous demandais d'en faire part. Parce qu'après tout, ça permet de sensibiliser. Ça peut aider quelqu'un qui va vous lire et qui se reconnaîtra dans votre histoire précisément et pas dans celle de quelqu'un d'autre. Donc merci et j'ai trouvé votre témoignage assez touchant. Et je ne savais pas qu'on était à ce point touché en France, à vrai dire. Ou en tout cas, chez les francophones. Et si vous voulez une partie 2, on peut parler d'une autre vague des opioïdes. Je le ferai d'ici plusieurs semaines quand même. N'hésitez pas à me le faire savoir, on fera d'autres sujets en attendant. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.